Maintenant, nous allons donner la parole à Eric Sander, secrétaire général de l'Institut du droit local. Je précise déjà ce qui n'a pas été dit dans le président, alsacien mosellan, parce qu'il ne faut pas oublier nos amis mosellan. J'espère qu'il le fera. Merci à lui. Bien, merci de me céder la parole. Merci, Monsieur le Président, d'avoir songé à me confier. J'aurais voulu vous dire, dans le lequel permet de tout faire. Malheureusement, on pourra le voir, on a quelques outils qui subsistent, notamment on a fait état il y a quelques instants, encore faut-il que les maires l'utilisent. Et ça, c'est tout le problème de certains outils de ce droit local, c'est que les responsables élus ne l'utilisent pas ou souvent ne le connaissent pas. Simplement resituer quand même cette historique du droit local, parce qu'on entend beaucoup parler de cette législation spécifique aux trois départements, on entend trouver son contraire sur le sujet. Ce droit local, aujourd'hui, c'est à peu près 5% de la réglementation applicable dans les trois départements sur des matières importantes. Les associations, les cultes, l'artisanat, avec la liberté du commerce et l'industrie, donc des matières cohérentes qui sont blocs. Mais je dirais un mot là-dessus avant d'entrer dans le détail dans le temps qui m'a imparti, puisqu'on va respecter 12h30 quand même, chose importante qui nous attendent après. C'est l'aspect constitutionnel, parce que souvent on entend, on ne peut pas faire évoluer le droit local, on ne peut jamais rien faire, parce que... Ah, c'est mieux, c'est législatif. Je ne suis pas spécialiste. Déjà, j'ai pas de bon rapport avec vous, c'est déjà bien. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, ceci dit, on nous explique qu'on ne peut pas faire évoluer le droit local, on ne peut pas créer de nouvelles règles de droit local, etc. Parce qu'enfin, c'est vrai, nous avons une décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011, ce qu'on appelle la décision Somonia, vous les connaissez. Et là, on a dit deux choses. Une qui nous a enthousiasmé. Le fait qu'il existe du droit local dans les trois départements, c'est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, principe fondamental reconnu par les lois de la République? Ça signifie qu'on ne peut pas attaquer ce droit local au motif qu'il y a une rupture d'égalité, en ce sens que la loi n'est pas la même sur tout le territoire français. Et heureusement que ça a été dit, parce qu'on était dans une mauvaise situation, d'autant plus qu'on ne se pose jamais de questions. Pourquoi est-ce que Paris a un statut particulier? Pourquoi est-ce que Marseille a un statut particulier? Encore s'il y a moins de droit local qu'en Alsace-Moselle, mais là on fait attention, en général on ne fait quoi que ce soit, l'élection de la population, à juste titre dans un certain nombre d'hypothèses. On nous a dit ensuite, dans cette même décision, ce droit local peut évoluer, mais attention, donc on peut le modifier, mais à condition de ne pas augmenter les différences juridiques, donc de droit, entre l'Alsace-Moselle et le reste de la France. Bon, ça, c'était plus problématique. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce qu'on a une deuxième décision du Conseil constitutionnel qui date de 2014 et qui va dire la chose suivante. Cette protection constitutionnelle avec le principe fondamental, elle concerne ce qu'on appelle le droit local historique, c'est-à-dire celui d'avant la Constitution de la 4e République de 1946. Et c'est cette partie-là du droit local 1871-1946 qu'on ne peut pas, qu'on peut le modifier certes, mais sur le modifier, on ne peut pas augmenter les différences de traitement. Mais ça veut dire que depuis 1946, et on l'a fait à plusieurs reprises, si on souhaite créer de nouvelles règles de droit local, ne serait-ce que par rapport à la protection du patrimoine, bon, on pourrait le faire. Parce que le Conseil constitutionnel nous a toujours dit, lorsqu'il y a une situation différente, ça peut être la géographie, pour l'instant, il n'a pas encore dit, ça peut être l'histoire. Voilà. Mais dans le rapport de préfiguration, la création de la CEA, le préfet à l'époque avait établi ce rapport, mais comme dit, il faut, pour la première fois, on voit ça dans un document de l'État, on peut tenir compte de l'histoire. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être creuser, on a en tout cas l'espace rénan, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut donc créer les règles du droit local, soit parce que la situation est différente de l'indiqué, soit parce qu'il y a un intérêt général pour les trois départements, en tout cas pour l'Alsace, puisque c'est le sujet aujourd'hui, pour créer une nouvelle loi locale. Mais ça passe par la loi, c'est nos parlementaires, ou alors un projet de loi, mais sans toujours rêver, ça, je ne sais pas s'il faut un projet spécifique un jour pour les trois départements, soit ça passe, quand c'est des décrets, par le gouvernement. Tout ça, c'est une question, encore une fois, de qu'est-ce qu'on veut faire et que souhaitent faire nos responsables politiques. Alors ça, c'est quand même important de le rappeler, parce qu'on ne peut jamais rien faire, on ne peut jamais faire évoluer, on nous explique que le droit local a vocation à disparaître, mais ça fait plus d'un siècle qu'il est là. Si on prend les lois de 1924
qui l'ont maintenu. Et on ne se pose pas d'ailleurs d'autres questions sur d'autres droits locaux sur le territoire de la République française. Mais là, c'est toujours quelque chose, oh là là, c'est pas normal, vous avez du droit, etc. Et d'ailleurs, on va aussi remettre en cause le concordat aujourd'hui, toute une série de choses, sauf les jours fériés supplémentaires. Ça, on n'entend jamais parler de suppression des jours fériés supplémentaires. Si on commence par cela, je pense que le candidat qui soutiendrait ce type d'initiative ou de proposition, pas certain que ça prospère sur le plan électoral. Alors, pour revenir au sujet, nous avons quand même encore trois grands blocs de droit local en matière d'urbanisme, essentiellement, à travers cela la construction, les logements. Ça a été rappelé il y a quelques instants, ce règlement municipal des constructions qui date, enfin qui est issu, toujours en vigueur, d'une loi du 7 novembre 1910. Et ça avait été prévu à l'époque, en particulier dans les grands travaux de percée, tout ce qui a suivi l'aménagement de Strasbourg, la ville de Strasbourg. Et qu'est-ce que dit ce texte? Très souple. Après, je veux dire qu'on a un problème avec une partie de la jurisprudence administrative sur le sujet. Ce texte dit compétence du maire. Après, je vais expliquer comment on procède, parce qu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de mettre en place ces règlements municipaux et constructions. Le maire peut donc, pour réglementer la police des constructions autour du bâti, voilà, prendre toute une règle pour, je cite ça, la sécurité, l'hygiène, l'esthétique des constructions, si je m'en tiens à cela, et encore l'aspect extérieur des bâtiments, y compris des clôtures. Voilà. Alors, ce texte, certains le découvrent, d'autres l'utilisent, ou découvrent, ou semblent peut-être le découvrir. Et on a eu plusieurs hypothèses. On a réussi à remettre en place un règlement municipal des constructions parce qu'il y avait, je ne rentre pas dans l'état, c'est très juridique, il fallait que les plans d'occupation des sols soient transformés dans un délai de 10 ans de mémoire en plan local d'urbanisme. Et si ce n'était pas fait, le plan d'occupation des sols devenait caduc. Donc il n'y a plus rien pour réglementer l'aspect extérieur, les constructions, les clôtures, sur le type, la couleur des toits, sur le territoire de la commune. Et là, beaucoup de maires ont dit, oulala, il faut qu'on fasse rapidement quelque chose. Et c'est là que beaucoup de communes ont découvert qu'il y a cet outil fondamental qui est le règlement municipal des constructions. Et ça n'a jamais prêté difficulté, puisque Strasbourg a toujours eu un règlement municipal des constructions. Maintenant, on a une difficulté aujourd'hui, puisque la réglementation de l'urbanisme, en droit général, ce qu'on trouve dans le code de l'urbanisme, enfin, on va dire ça simplement dit, le fatras de réglementation qu'on trouve aujourd'hui dans différents textes, donc il faut maintenant, pour comprendre quelque chose, bientôt 4 avocats pour comprendre un texte dans ce pays, enfin, bref, sans compter l'aspect administratif, etc. Et on a le problème qui est le suivant, c'est que beaucoup de maires, par rapport au plan local d'urbanisme, communal ou intercommunal, se disent, notamment on a ça dans l'Eurométropole, avec les communes membres de l'Eurométropole, qui disent, Strasbourg fait une chose, nous, dans notre commune, il y a une Bolsagote, on veut faire autre chose. Voilà. Avec ce souci de préserver en particulier le patrimoine historique. Puisqu'il est vrai, je rejoins votre position, moi qui viens de Dorfoy depuis 40 ans, il y a des dégâts extraordinaires en termes d'humanisme qui se déroulent depuis maintenant 7-8 ans. Le moindre 2 arts de terrain, de jardin, c'est terminé, on met un carré à la place. Et c'est extraordinaire parce que les mêmes carrés, on le retrouve à Marseille, on le retrouve à Alger, enfin c'est incroyable en termes de qualité, enfin plutôt d'imagination, il y a peut-être des archives dans la pièce, je ne sais pas, parce que moi je peux aussi faire ça, des carrés, je prends ça, je facture, voilà, c'est très bien. Bon. Il n'y a plus de recherche, il n'y a plus rien, enfin de temps en temps on est assez surpris de ce qu'on peut faire. Alors on dit quoi aujourd'hui? Il y a ce qu'il y a dans le plan local d'urbanisme, et ça c'est la jurisprudence du tribunal administratif de Strasbourg, encore une décision, je ne trouverai plus naturellement, je cherche que je ne trouve jamais rien, du 25 juillet 2024, pour Mulhouse, et on dit, ce qui est dans le plan local d'urbanisme, mais c'est discuté ça, il n'est pas possible de le compléter, de le renforcer au travers différentes au travers du règlement municipal des constructions. Donc si je pense simplement, puisque la problématique actuelle c'est qu'ils sont justice, mais enfin ça traduit aussi un peu l'hostilité de certains juges par rapport au droit local. Donc je prends l'exemple de l'Eurométropole, sans citer de commune, Strasbourg a sa logique propre, puis il y a les autres communes Eurométropole, il y a beaucoup de bâtis alsaciens historiques. Et certains maires disent, tout ce truc-là de Strasbourg, ça ne nous intéresse pas, nous on va prévoir des règles spécifiques pour notre commune, membre de l'Eurométropole de Strasbourg, pour traiter ces questions d'esthétique, d'aspect extérieur, d'hygiène et de sécurité. C'est ce que certains maires ont fait. Bon, il y a
eu des recours, naturellement, ces problèmes de démolition, surtout reconstruction derrière. Le juge nous dit, bah, par principe, c'est le juge qui le dit, c'est pas la loi, ça, hein, c'est la façon dont le juge interprète la loi. On nous explique, bah, on ne peut pas ajouter des choses différentes ou qui à l'encontre du plan local urbanisme. Bon. Mais il est clair que chaque commune a sa spécificité urbanistique. Hein, quand vous prenez la France, les villes nouvelles qui ont été conçues dans les 60, 70, il y a un village historique issu, enfin moyenâgeux, en termes de bâti, les problèmes ne sont pas les mêmes. Seulement la France, c'est toute la même difficulté, la règle doit être identique pour tout le monde. Donc je pense qu'il faut, enfin moi, le conseil que je donne aux élus, hein, en tout cas aux maires, c'est de ne pas hésiter, parce que la problématique, elle était assez dramatique quand on voit, cher monsieur, ce que vous avez exposé. Si on continue comme ça, il n'y a bientôt plus rien. Il y a des bâtiments carrés. Hein. Et après, on l'expliquera dans les ouvrages d'histoire, voilà comment c'était il y a 10 ans, oui, c'est pas si vieux que ça. Quand on voit certaines entrées de communes, avec tout le bâti alsacien qu'il y avait, on est vraiment surpris aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'histoire. Donc moi, ce que je conseille aujourd'hui aux maires sur le sujet, ben, écoutez, n'hésitez pas. Vous foncez avec le règlement local d'urbanisme. De toute façon, les textes sont très souples, on peut faire beaucoup de choses. Et attendons des recours. Parce qu'à un certain moment, c'est aussi au juge de se saisir de ce type de problématique. Parce que le droit, vous savez, c'est des ouvrages écrits, on lit les décisions, puis on ne veut pas faire quelque chose d'original. Hein. Donc on regarde chaque fois ce que fait le Conseil d'État pour être sûr qu'il n'y a pas de difficulté, si jamais ça finit dans le Conseil d'État. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'imitation, en quelque sorte, ou d'antécédent de décision de justice. Et ça, c'est ce qui est le plus dramatique, il y a plus d'originalité aussi dans certaines hypothèses. Donc il ne faut pas hésiter sur l'aspect d'esthétique, sur l'aspect extérieur, pour non pas remplacer le plan local d'urbanisme, mais pour préciser un certain nombre de choses, pour avoir des logiques de bâti qui sont naturellement différentes de commune à commune, ce qu'on appelle techniquement les territoires. Alors je préfère encore dans les provinces, au moins il y a une petite histoire, il y a tout ça. Maintenant ça devient neutre, si on parle de territoire. Donc ça c'est la première chose qui est importante à noter. Et un certain nombre de maires l'ont redécouvert lorsque leur plan d'occupation des sols est devenu caduc, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le transformer en plan local d'urbanisme. Et comme je le disais, ils se sont retrouvés avec rien sur le territoire de la commune, sauf la réglementation nationale qui est naturellement très évasive sur un certain nombre de choses. Voilà. Donc, moi j'invite tout le monde à relire ce texte qui est ancien, qui a été modifié une seule fois. Ça, c'est aussi l'intérêt que la règle de droit soit stable sur le territoire des 3 départements. On a un deuxième bloc qu'on utilise encore de temps à autre, c'est ce qu'on appelle la taxe de riverain. Ça date d'une vieille loi du 21 mai 1879. Et de quoi s'agissait-il? Parce qu'on discute aujourd'hui, je vais expliquer en une phrase très simple la problématique. Alors, chaque fois qu'on souhaitait aménager, établir la première voirie, lorsqu'on étendait l'urbanisation des communes, qu'est-ce qui se passait? C'était la voirie était, la commune l'aménageait, contribuait le payer, puis les gens étaient en construction. Et là, on nous a dit, déjà à l'époque, il n'est pas acceptable que le contribuable supporte l'aménagement de la voirie communale, domaine public, et les propriétaires, comme vous avez constructif, vendent les terrains à grand prix. Alors on a dit, voilà, chaque fois qu'on établit la première voirie, donc quand je parle de première voirie, c'est le gravier, le goudron, les lampadaires, les trottoirs, les bancs, voilà. Et bien, le maire il n'est pas obligé, peut ici mettre en place une taxe de riverain pour faire contribuer les propriétaires en fonction du mètre linéaire, vous savez, qui donne sur la voie publique, au financement de la voirie. Et ça a été redécouvert dans les années 75-80, parce qu'il y a eu une urbanisation aussi dans ces années-là. Et là, on s'est dit, à un moment, il faut arrêter. Et donc, on a dit, voilà, on a découvert ça. Alors, le droit général s'en est inspiré. Et vous avez toute une série de taxes d'aménagement aujourd'hui qui existent en droit de l'urbanisme. Et donc, il est clair que le maire choisit la loi locale, qui est un peu plus avantageuse quand même, ou alors il choisit le droit général de taxe de riverain. Mais il ne peut pas demander les deux, c'est l'un ou l'autre. De toute façon, s'il demandait les deux, je pense qu'il y aurait des certain nombre de protestations sur le sujet en la matière. Donc on a ce deuxième bloc, taxe de riverain, et le droit général, on peut s'en féliciter, c'est inspiré. Maintenant, vous voyez, quand je parlais de Sogodia,
ça c'est le droit local historique. Si demain on souhaite rajouter des choses pour faire contribuer les propriétaires lorsque leur terrain devient constructible en application du plan local urbaniste, on pourrait peut-être dire on augmente la différence de traitement entre l'Alsace-Moselle et le reste du territoire. Ça, c'est les deux blocs qui subsistent. Ces questions sont en matière d'urbanisme et d'aménagement. Et puis, je dirais simplement ça pour terminer, pour répondre s'il y a une autre question. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les associations coopératives de droit local. C'est bien une loi de 1889 qui traite de cela. Vous savez peut-être que toutes les caisses de crédit mutuel dans les 3 départements sont placées sous le régime local des associations coopératives. Et souvent, les gens se rendent compte, parce qu'ils sont convoqués à l'Assemblée générale, leur caisse de crédit mutuel, ils se posent la question, mais comment se fait-il que je sois convoqué à l'Assemblée générale? Bon, tout simplement, si je prends le cas de figure, vous souhaitez obtenir un prêt du crédit mutuel, on fait souscrire une part sociale pour devenir membre, adhérent d'autres caisses de crédit mutuel. Alors, je ne rentre pas dans la technique coopérative, mais une des activités, il y en a encore quelques-unes de ces associations, une des activités possibles, c'est la construction de logements. Ces associations coopératives, régime très souple, régime simple, il faut être 7 membres pour la constituer. J'ai les statuts, activité, objet social, construction, et ensuite il faut l'inscrire dans un registre. Et ce registre, c'est le registre des associations coopératives qui est tenu par le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité. Alors ça, c'est pour porter l'activité de construction. La fiscalité sera la même qu'en droit général, puisqu'on a, sauf quelques rares exceptions pour les logements d'église des cultes, statutaires ou dits reconnus, il n'y a pas de fiscalité de droit local. C'est le principe, il y a quelques règles encore qui existent, mais le droit commun, ça sera bien évidemment le droit fiscal qu'on trouvait au Code général ici des impôts. Ça, voilà ce qui reste de ce droit local. Alors on peut se dire que je conclurai par là, parce que en m'en tenant simplement au règlement municipal des constructions, parce que ça c'est comme l'outil que le maire peut utiliser tout de suite. Tout de suite, pas besoin d'attendre X ou X commission. Je vais expliquer simplement aussi comment on peut le mettre en place, c'est un pouvoir de police du maire. Alors ça c'est quelque chose à mon sens, le règlement municipal à peut-être mieux faire connaître dans les communes. Souvent les maires sont aussi quelquefois démunis. Quand vous avez une grosse commune, il y a un service juridique. Une petite commune, il y a un secrétaire à mi-temps pour s'occuper des affaires administratives. Il n'y a pas le temps forcément de s'occuper de tout ça. Et puis tout le monde n'est pas juriste. Ça aussi, ça devient très compliqué en la matière. Donc, qu'on met tout ça en place, et donc le développer, la connaissance, mieux connaître la règle locale, et deuxièmement, comment concrètement ça se met en place. Nous, on conseille la chose suivante, dans ce qu'on a suivi, encore il y a 8 mois pour une commune, vous faites délibérer le conseil municipal, avec ça, avec ce point inscrit à l'ordre du jour, règlement municipal des constructions, et ensuite l'arrêté du maire. Voilà. Je pense que la chose importante, c'est aussi de communiquer auprès des élus, parce que tout le monde ne voit pas toujours les mêmes problématiques. Peut-être, cher monsieur, cher ami, une communication de l'ASMA avant, voilà, l'ASMA, pardon, et vous expliquez voilà la problématique. Et je peux vous garantir que si on fait un petit exposé simple, clair, précis, comme c'était le cas ce matin, je pense que beaucoup d'élus sont sensibilisés au sujet, parce qu'il y a ce problème du foncier bâti. Moi, je vois aussi les hypothèses, on ne s'en sort pas, parce que c'est des indivisions qui sont plus réglées depuis 60 ans. Tout le monde s'en fiche. Les élites sont à l'étranger ou ailleurs. En tout cas, ils pensent que le jour où il va s'en occuper, donc personne ne s'occupe de rien. Et à un certain moment, dans des cas où l'arrêté de maire n'a pas le choix d'arrêter péril. Pas ça malade de s'effondrer sur la voie publique. Et là, on est quasiment trop tard, c'est fini. Le bâtiment, il est mort. Voilà. Alors, on a aussi, avant de revenir à mon sujet, entamé quelques réflexions avec des parlementaires. C'est de trouver, mais on n'a pas une solution miracle, un système juridiquement solide pour traiter ces indivisions qui restent 50 ans, 60 ans, pour essayer à un moment de dire, soit vous y allez vous partager, soit vous vendez, vous êtes obligé de vendre à un certain moment, mais c'est compliqué, il y a le droit de propriété derrière. Soit vous dites, en laissant l'État et on cède à titre gratuit à la commune. Il y a une procédure qui existe pour les biens sans maître pour que la commune puisse devenir propriétaire. Vous vous souvenez, à Rossailles, près de l'église de mémoire, il y avait une vieille bâtisse qui était restée longtemps en ruine, sur la rue principale, et c'était une vraie plaie pour le maire. Quoi faire de tout cela? Les étés ne voulaient pas vendre, enfin bref, ça donnait l'image aussi.
Et c'était quasiment vos photos en dégradation extrêmement avancée. Bon, on n'a plus trouvé de solution, mais c'est une problématique actuelle. Et puis, c'est bien beau, on en discute à l'instant, il faut faire un ravalement X, il faut aussi que les gens aient des ressources financières pour tout ça, parce que les bâtiments anciens, là, le local n'a pas de solution miracle, soit pas gagner l'auto. À un moment, c'est la question de la solvabilité des gens. On utilise les ressources financières nécessaires pour pouvoir faire face à ces travaux, parce qu'on dans les travaux, on remet un coup de peinture. On est tout à changer, il y a trois toits à revoir, c'est des travaux relativement élevés. Alors, connaissance, c'est aussi autre chose. Si je reste sur la loi municipale des constructions, et bien c'est que les élus utilisent l'outil. Dans le cadre des outils aux collectivités territoriales, en particulier aux communes, eh bien, c'est aussi aux élus de se saisir de l'outil. Ça se trouve du courage, on va dans les politiques de préservation de bâti ancien, dans le cadre offre la solution. Faut-il l'utiliser? On a, par exemple, dans le cadre de la sécurité des musiciens, on a encore la réglementation du fichier domiciliaire. Vous savez, chaque fois que vous allez installer une commune, vous vous déclarez auprès du service qui tient le registre. Alors, beaucoup de communes, je crois que Strasbourg, on l'a revenu en 1988. Alors, quand même, une crise sanitaire, avant la crise sanitaire de l'époque canicule 2003, crise Covid, on s'est rendu compte de quoi? Sûrement les communes ne savaient pas qui habite sur le territoire. Quand les personnes isolées ont des difficultés, bien sûr, c'est rien. Et on s'est rendu compte que ça s'est mis en premier la taxe sur les ménagères. Vous déclarez un habitant ou deux, en réalité, de la 10. Voilà. Et quand on a quand même des difficultés ce soir, c'est la bonne difficulté. Alors c'est tellement un problème que certains parlementaires alsaciens ont déposé une proposition de loi au Sénat pour redonner des fiches domiciliaires, mais surtout l'étendre à tous les territoires nationaux. Mais au niveau du gouvernement, on nous explique, oui, c'est une atteinte à la liberté d'aller et de venir, etc. Oui, puis quoi encore comme niaiserie. Quand vous êtes dans un fichier domiciliaire, on les stresse, ça ne vous empêche pas de voyager. Vous pouvez aller en voyage, et là, tout ce qui se plaignent de tout, ici, savez le nombre de fois ils sont fichés à la banque, dans les commerces, etc. Vous êtes même filé dans la rue, voilà. Quand les gens se plaignent aussi, enfin bref. Donc voilà, il y a des outils, encore faut-il les utiliser. Alors, quelle perspective pour ce droit local demain, puisque c'était aussi un des enjeux que nous avons essayé auxquels nous avons essayé de répondre en colloque de l'IDEL sur les 100 ans de 1924, c'est essayer de faire réfléchir des choses. Il y a tout d'abord la décentralisation, on va aller encore un peu plus loin pour que l'État transfère des compétences à l'échelon adapté, ça peut être la commune, la région, le département, enfin plutôt le département et la commune, la région elle est très vaste aujourd'hui. Je pense pas le débat. Voilà. Ça peut être, voilà, je ne dis rien. Le repas approche, on passe pas chez nous. Alors, ça oui, mais c'est une volonté de le faire. Et puis je pense qu'on est allé au bout de cette notion de décentralisation, on a tout fait. Surtout qu'on arrive à une situation où c'est l'État. Oui, je transfère les compétences et rarement les financements. Et ça, vraiment, ça fait quelque chose. Les départements voulaient faire ça, mais débrouillez-vous pour le financer. Alors c'est peut-être autre chose qui vient, comment dirais-je, dans le débat régulièrement, mais pour l'instant ça avance pas. Enfin, je rappelle que l'État français reste quand même un système centralisé, hein, très centralisé, très jacobin, on sait tout sur tout, dans les ministères à Paris. Ça marche tellement bien qu'il y a 3300 milliards d'euros d'aide publique. Et, non, mais c'est la vérité, à un moment il faut regarder ce que tout ça donne. Je dirais, l'aspect économique il est essentiel. Donc j'explique aucun problème. Voilà. Ça serait de réfléchir à la différenciation territoriale du droit, c'est-à-dire d'avoir sur certaines parties du territoire des règles juridiques différentes, en restant naturellement, en les tactant dans un système unitaire. Il est clair que si demain on souhaite remettre en vigueur un Parlement, dans les 3 départements, il faudrait modifier la Constitution de 1958. Alors là, je ne veux pas la peine de lancer le débat. On connaît la réponse à l'avance. Différenciation territoriale du droit. Ça existe déjà. Hein. Quand vous prenez les statuts, par exemple, Marseille, on n'en met pas l'outre-mer, sauf pour les collectivités, un statut particulier, comme la Polynésie française, mais ils sont raisonnés simplement sur la métropole. Des règles différentes.
L'Alsace-Moselle, c'est un modèle unique, de différenciation territoriale du droit sur le territoire métropolitain. Certes, c'est que 5% de la réglementation, mais sur des choses extrêmement importantes. Je l'ai dit dans mon propos introductif, les associations, la liberté religieuse, avec le régime local des cultes, ou encore l'artisanat, s'agissant du régime local de l'artisanat. Il est vrai que tout le monde trouve ça magnifique quand on voit des colloques à Paris, à l'Assemblée, au Sénat. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Conclusion, quand il faut y aller concrètement, que fait-on? Ben, il faut réfléchir, il faut qu'il y ait des commissions, il faut demander l'avis à toutes sortes d'autorités diverses et variées, pour conclure au final, ça va être compliqué, on ne peut pas faire grand-chose, etc. Moi, certainement, il faudra bien bouger, parce qu'il est clair qu'une règle de droit, dans tout le fatras qu'on a aujourd'hui, entre le droit de l'Union européenne, le droit national, la jurisprudence, qui n'est pas que nationale, on a la jurisprudence des cours de l'Union, la Cour de l'Union de Luxembourg et la Cour européenne de Strasbourg, Cour de cassation, Conseil d'État, enfin bref, voilà. Il est clair que les problématiques aujourd'hui, une qui est fondamentale aujourd'hui, ben ça ne peut se traiter localement. Les problèmes locaux doivent justifier, à mon sens, une règle locale pour le traiter. On a bien des lois littorales pour la protection littorale, avec le résultat qu'on voit sur une certaine partie du territoire. On dit qu'il faut bien construire, où il va regarder, il suffit de se promener. Bon. Sans compter toutes les constructions illégales, ça c'est un autre débat. D'accord, encore, c'est tout de suite appliqué, des démolitions, voilà. Et on ne trouve jamais qui fait quoi. Enfin, souvent, il n'a même pas de recherche. Donc il y a ce problème de règle locale au niveau du territoire. Et après, si on dit ça, cette règle locale, il faut savoir comment on va l'élaborer. Est-ce que c'est une compétence qu'on va donner à un département, à une nouvelle collectivité, la CEA, si je pense cet exemple-là? Je ne pense pas que le région de Grand Est, chez Robert, je parle sous ton contrôle, soit forcément l'échelon adapté aujourd'hui. Ou est-ce qu'on peut descendre jusqu'au niveau communal pour les protections, la question de la protection du patrimoine? Réflexion en cours. Je ne pense pas que ça va beaucoup évoluer dans les prochains mois, puisqu'on voit bien la composition aujourd'hui de l'Assemblée, mais je crois que c'est important de continuer à battre le fer, parce qu'à un certain moment ou à un autre, il y aura une évolution institutionnelle. On ne peut pas rester, à mon sens, sur l'État. On voit bien qu'on est au bout aujourd'hui d'un certain nombre de fonctionnements étatiques. Et peut-être que l'avenir, c'est la maison alsacienne et surtout l'Alsace. Et à la Moselle. Merci. Oui, voilà. On parlera cet après-midi de tourisme et de sous-tourisme. Je crois que vous n'êtes pas là cet après-midi. Alors, le règlement municipal de la construction, il traite uniquement de la construction, ou est-ce qu'il traite aussi de l'utilisation de la construction? Donc, en particulier, est-ce que pour réglementer les questions de meublé de tourisme, les municipalités peuvent s'appuyer là-dessus aussi, ou est-ce qu'ils peuvent s'appuyer uniquement sur des dispositions du droit national? Si je prends l'hypothèse des locations meublées, Airbnb, ce genre de choses, voilà. C'est le droit général qui s'applique. Par contre, on a les questions dans certaines communes de parking qui sont surencombrés. Ben là, le maire, pour les parkings, pourrait, par le municipal des constructions, prévoir des règles pour la sécurité. On peut utiliser pour la sécurité de l'utilisation des parkings pour les propriétés ou les parkings publics. Voilà. Je sais que les communes s'interrogent là-dessus parce qu'on a assez d'avoir tous ces gens qui viennent, qui s'installent, certains restent une semaine parce qu'ils ont leur caravane, ils versent tout à l'extérieur, etc. pour venir au marché de Strasbourg, bien évidemment. Et là, on a eu cette année un vrai surtourisme. Insupportable pour dire simplement les choses. Voilà. Mais pour tout le reste, les locations meublées, et encore, vous savez, un système où les gens doivent se déclarer, la plupart le font pas. Voilà. La plupart, c'est comment dirais-je, un usage. Et les revenus qu'ils perçoivent, écoutez, sont-ils déclarés ou pas? Je ne sais pas. Je ne ferai aucun commentaire sur le sujet. Vous savez, il y a la règle de droit, puis il y a la vie. Ça change. Oui, deux questions. L'histoire de s'inscrire dans les municipalités en émergent.
En Autriche, par exemple, j'ai été voir une municipalité en Autriche, hein, c'est tenu un soir là-bas, on vous laisse un délai de 2-3 semaines, et après c'est un PV, je ne sais pas de combien. En France, bien sûr, on a tous compris pourquoi ça marche pas. La liberté, et encore liberté, mais on n'aurait plus besoin d'agents recenseurs, par exemple, si on appliquait ça dans les communes françaises. Histoire d'urbanisme, le PLU actuellement, je suis trop dans le coup, mais le PLU dans mon secteur agglo, hein, c'est une compétence de la com d'agglo. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si dans tout ce document de PLU, est-ce que ce droit local est inséré dans ce... Je crois pas. Et je m'arrête à la question, et par après les maires, qu'est-ce qu'ils ont encore comme compétences? C'est ça le propre problème. Les actes d'état civil, des sens et décès, j'exagère un peu cela. Alors sur la première question, les textes qui traitent de locaux, le droit local, de ce règlement municipal des constructions sont toujours applicables. Donc le maire sera en droit de l'appliquer dans sa commune. Le problème, c'est que les gens, quand les communes ne savent plus trop si ça existe ou pas, et surtout que les gens qui ne s'inscrivent pas, les gens qui viennent s'installer, locataires, propriétaires sur le territoire de la commune, il y a une amende qui est prévue, mais je crois qu'elle est de 50 €, enfin bref, pas grand-chose. En Allemagne, ils ont le système du fichier domiciliaire. Et tant que vous n'êtes pas immatriculé au registre domiciliaire, aucune aide de l'État, aucune intervention sociale. Ouais, exactement. Et là, je peux vous garantir, quand vous avez ce type de sanction, les gens se bougent, en général. Alors, sur l'histoire du plan local d'urbanisme intercommunal, donc la plusieurs communes, si je n'ai pas la communauté d'agglomération, c'est la question. Très souvent, les communes qui souhaitent remplir ce type de document ont à faire des cabinets de conseil. Bon. Spécial urbanisme, etc. Pour le local, ils connaissent rien. Bon. Mais c'est ce que j'avais dit précédemment, c'est pas parce qu'il y a un plan local d'urbanisme intercommunal que ça interdit au maire de la commune, membre de la communauté de communes, de faire des règles particulières grâce au plan municipal des constructions, ne serait-ce que pour la sécurité ou l'esthétique des bâtiments. Je donne un exemple caricatural, si on dit les clôtures de clôture ne doivent être pas en jaune. Voilà. Le maire de ça ne va pas. Moi, par exemple, au municipal des constructions, règle esthétique, on peut faire ça en rose ou que sais-je encore. Le maire peut le faire. Donc, c'est un point que je voulais poser. On est d'accord que le règlement municipal de construction peut entrer en contradiction. Mais c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui. Pour le juge administratif, ça ne peut pas être contradictoire. Et ce qu'il y a dans le plan local d'urbanisme, ça ne peut pas se retrouver dans le règlement municipal des constructions. La loi vous dit voilà ce qu'il doit y avoir dans le plan local d'urbanisme. Mais c'est tout le problème de l'intercommunalité, ça. Hein. Est-ce que ça peut être ou non en contradiction? Je sais que sur ce que j'ai donné comme décision du tribunal administratif pour la ville de Mulhouse en 2024, juillet 2024, qui a un recours dans la administrative. Moi, je pense à aller jusqu'au bout fonctionnaire. Mais je crois que ce n'est pas par une décision de justice qui vous donne pas forcément raison. On n'est pas obligé de garde à vous dans toutes les décisions de justice. Ça ne vous empêche pas. On me dit ça, moi je continue. Après, on verra bien. À un certain moment, qu'est-ce qui va prévaloir? C'est l'intérêt général de la commune qui a ce patrimoine à préserver. Et si on vous parlez des maisons à colombage aux Parisiens ou ailleurs, je ne pense pas que ça les intéresse beaucoup. Si on veut bien acheter des cigognes fabriquées en Chine, en peluche, je ne sais pas quoi. Mais voilà. C'est une question après, pour chaque élu, qu'est-ce que je veux faire sur le territoire de ma commune. Certains sont sensibles, certains disent d'autres. Ils font une manœuvre pour dire le jour où je pointe, la maison des volumes. C'est à peu près ça, si j'ai bien compris. Voilà. Et alors, plus que les mouchoirs et les pour pleurer et allumer des cierges. C'est ça. Une dernière intervention, Jean-André souhaitait simplement apporter un comment technique, il m'a bien promis pour ce pays. Oui, ça sera cool. Juste pour cette question-là, sur le PLH, enfin le Comcom de l'agglomération de l'Aglo, le volet patrimoine dans le PLUI a été décidé, mais purement comme ça en annonce, mais n'a pas été exécuté, ce qui fait que mon vice-président, avec une partie des membres du comité, a fait un travail de repérage pour les élus qui voudraient bien mettre en place. Et donc là, l'idéal, je pense que ça serait que, parce que le président de la CACH a dit c'est au maire de décider d'approfondir ce volet pour eux. Donc là, la réglementation, le règlement municipal de construction pourrait très bien aller plus vite. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites, l'assistant maître d'ouvrage se pose la question, c'est l'agence d'urbanisme, donc pas l'idée, veut
veut garder sa commande et voit d'un très mauvais œil d'avoir intégré les repérages faits par l'ASMA et il met en avant la sécurisation juridique du document. Parce que, alors, je donne l'exemple là, par rapport à ce qui a été jugé par le juge administratif. Le RMC, ça tient ça continue cela. Hein. C'est juste un travail de rédaction. Il faut se respecter de ce qu'on fait déjà avec nous n'en demande rien. Quand j'ai réfléchi à tout ça, vous faites des mails du conseil municipal, arrêtez du maire. En quelques semaines, c'est mis en place. Un plus. Il y a même des maires qui ont ici déjà abandonné tout parce que vous dites un jour, le préfet qui vous dit il manque ça, il manque ça, il manque ça. Alors, on continue maire d'une petite commune, non, ça suffit. Et vous repartez sur le RMC. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, par exemple, là, vous voyez, dans le règlement de la hauteur des maxima des constructions, les coefficients de densité, on nous réglemente les plantations, les stationnements des véhicules, les terrasses. On peut faire beaucoup de choses, hein. Très souple. Hein. Sur la notion de sécurité ou l'esthétique rentre incontestablement dans cette hypothèse. Et encore une fois, hein, on lui dit même, les espaces de stationnement doivent rester perméables, hein, quand on utilise, voilà. On parle de l'artificialisation des sols. Et en dalle gazo ou pavé à joint large. Voilà le détail, on doit aller dans un règlement municipal de construction. Et encore faut-il, hein, que je le disais, de s'en saisir et d'appliquer. Ce que je voulais dire, moi je suis adjoint au maire dans ma commune et en fin de compte, le maire, quand il est élu, il n'a aucune notion, en fin de compte, comment gérer une commune. Et donc il a sa secrétaire de mairie qui, elle, souvent ne connaît pas non plus. C'est ce que j'ai remarqué. Et ma question est plutôt technique. Un fonctionnaire, de toute façon, il est obligé de faire continuellement des formations. Est-ce que vous, Institut du droit local, vous intervenez dans les formations de ces fonctionnaires? Absolument. Alors, l'Institut on a créé formation. Je fais en mars une formation de 2 jours sur ce qui est propriété foncière locale pour la ville de Saint-Louis, pour les agents. Et il y a une demande. Hein. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, le cas échéant. Et ce qu'on va essayer de faire dans les semaines qui viennent, c'est un petit document très simple recto verso pour expliquer ce qu'est le règlement municipal des constructions. On vous le transmettra, déjà pour le travailler ensemble. Mais ça permet, quand on est en élu, écoutez, regardez, on a un outil local qui permet de le faire. Parce que, vous savez, quand vous voulez, prenez votre exemple, si vous n'êtes pas juriste, de toute façon, il y a des choses qui échappent. Hein. Je ne suis pas médecin non plus, tout échappe aussi. Je ne suis pas spécialisé pour répondre, vous avez compris, ça m'échappe. Alors ça m'intéresse même pas, je ne sais pas comment ça marche. Là, vous allez tout de suite avoir de la documentation qu'on publie nous. Hein. C'est des nouveaux juristes classeurs, c'est que pour les juristes. Hein. Vous n'aurez pas une vision toute simple de ce que je peux faire ou pas faire. Et après, si vous n'êtes pas juriste, pour ce type d'ouvrage, vous êtes perdu tout de suite. Vous voyez, il y a la règle générale et après, il y a la mise en musique. Merci Eric Sander pour cette intervention.